De la pensée de Jean Baudrillard, ce que Hannah Arendt dit de celle de Nietzsche. C'est une pensée expérimentale qui ouvre des brèches et qui, à ses risques et périls, s'aventure dans l'inconnu. Baudrillard n'est pas un auteur de thèse, c'est un formulateur d'hypothèses et je l'ai invité aujourd'hui, à l'occasion de la parution du numéro des Cahiers de Lerne qui lui est consacré, pour lui exprimer, malgré ici ou là des désaccords ou des dissentiments, ma gratitude pour cette audace intellectuelle si rare et si précieuse. Mais trêve de compliments, explorons, aventurons-nous à notre tour. Vous définissez notre monde, Jean Baudrillard, comme celui de la réalité intégrale. Qu'entendez-vous par là ? Oui, mais après, c'est un peu, en effet, une hypothèse. Pas expérimentale, parce que là, il n'y a pas aucun moyen de l'expérimenter. Dans ce sens, elle est plutôt spéculative, une spéculation pure, qui succède à la simulation pure. Donc, d'une certaine façon, il y a un paradoxe à passer de l'extrême de la simulation à la réalité intégrale. Mais au fond, c'est certainement la même chose. C'est-à-dire que l'extrême de la simulation, le stade ultime de la simulation, ça serait cette intégralité du réel, qui n'est plus du tout, alors à ce moment-là, le réel traditionnel, avec un principe de réalité, de rationalité, celui qu'on connaît, le traditionnel, et qui à ce moment-là permet effectivement à une histoire de se développer, à des conflits, à des contradictions, etc. La réalité intégrale serait alors ce stade où il y a une espèce de collusion des extrêmes, qui expurge du même coup toute négativité, tout travail du négatif d'une certaine façon, et qui donnerait lieu alors à une entreprise vertigineuse de faire passer le monde du côté de l'opérationnel total, c'est-à-dire de lui donner définitivement non plus une forme mais une formule. Parce que la réalité intégrale, finalement, c'est celle des réseaux, c'est celle du numérique, c'est celle d'un achèvement, c'est-à-dire un monde qui irait techniquement, je dis pas technocratiquement, je n'en sais rien, mais technologiquement, opérationnellement, au bout de ses possibilités. Et donc le réel, là, trouverait son aboutissement, ce qui est évidemment le destin le plus funeste qu'on puisse concevoir. Mais enfin, là, il y a donc un saut. Alors, la question était de savoir, non pas quand est-ce qu'on passe dans la réalité intégrale, mais l'idée qu'il y a véritablement à un moment donné une rupture, vraiment une fracture, et qu'on passe d'une ère relativement classique de la réalité objective, etc., à quelque chose d'autre, ou alors il n'y a plus véritablement, il n'y a plus de transcendance, on ne peut plus rêver de transcender cette réalité, ou de la dépasser, ou de l'idéaliser, etc. Elle est là, immédiatement réalisée, définitivement réalisée. Et alors ça concerne aussi bien effectivement tout ce qui peut être de l'ordre de l'illusion, du rêve, du fantasme, tout cela, il n'y a plus à se poser la question, c'est technologiquement possible, et même plus possible, ça ne passe même plus par le stade du possible, ça passe directement dans une espèce de réalisation de tous les désirs, comme on a dit aussi, ce qui, entre parenthèses, d'ailleurs, paradoxalement, est une concrétisation des rêves de 68, mais qui est un petit peu catastrophique. Oui, donc ce serait la réalité intégrale, et là, je vous cite et vous commente en même temps la perpétration sur le monde d'un projet opérationnel sans limite, où vous dites aussi qu'il y a quelque chose comme une substitution au monde naturel d'un univers technique et artificiel. Oui. Et ce serait donc, un univers intégralement calculable, manipulable, disponible, placé donc sous le signe de l'opérationnel, et qui correspondrait est-ce qu'il y a quelque chose comme un désir qui se serait investi là-dedans ? La question est là, dans cette espèce de choses assez vertigineuses, parce que là, c'est véritablement exponentiel. Il y a plus la limite, justement, qu'il y avait un principe de réalité, et c'est le principe qui a disparu, et du coup, la réalité devient orpheline de son principe, elle est libre de proliférer indéfiniment, mais sans plus de raison, sans plus se donner raison d'être, simplement. Il n'y a plus de finalité dans ce sens-là, elle est là, elle est immanente, quoi. Alors, qu'est-ce qui peut, en effet, on peut se poser la question,
qu'est-ce qui fait courir l'espèce humaine dans ce sens-là? Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé à cette disjonction finalement avec toutes les limites? Enfin, on arrive dans un processus illimité. Un désir, alors à ce moment-là, ce serait un désir de disparaître, parce que en tant que cette réalisation absolue des choses, enfin illimitée, elle est aussi une fin, enfin, mais une fin, pas une finalité, pas l'assomption d'une finalité, elle est une fin immanente des choses. Alors, dans un sens, c'est même pas une apocalypse. L'apocalypse, c'est encore une espèce de désir romantique. Il y a encore quelque chose derrière. Là, non, il y aurait un accomplissement, un achievement, quoi. On est passé à l'acte. C'est une espèce de gigantesque passage à l'acte, d'où viendrait le désir de substituer à une espèce, à une histoire, etc., substituer un espèce de modèle à l'identique, désormais expurgé de toute négativité, de tout conflit. Oui, alors si je parle de désir, c'est que on peut d'abord, justement, à la suite de Heidegger, dont il était question la semaine dernière, voir là une puissance seule à être puissante, une volonté qui ne serait que volonté d'elle-même, une sorte de tautologie. Mais d'un autre côté, on peut se demander si tout ça n'a pas à voir quand même, et d'ailleurs c'est une hypothèse que vous abordez à plusieurs reprises, n'a pas à voir avec le fantasme d'immortalité. Substituer un monde techniquement manipulable ou totalement artificiel, machiner l'homme, justement substituer en quelque sorte aussi, remplacer le dualisme métaphysique homme du corps et de l'âme par celui du corps et de la machine, on peut se demander si ça n'a pas à voir avec la haine féroce et très humaine d'une certaine manière, peut-être trop humaine, de la mort, quoi. Oui, on peut penser qu'il y a une conjuration de la mort, pas seulement de la mort, une conjuration même de la sexualité aussi, enfin, de tout ce qui était quand même, l'élément dramatique, disons, tragique, du désir dans cette évolution, et que là, on a fermé l'évolution, on ferme le jeu en accomplissant les choses, enfin, en passant au-delà de la mort, il y a une espèce qui, en quelque sorte, passe au-delà de sa propre fin. D'ailleurs très concrètement dans le clonage, ou en effet dans cette exécution, si on peut dire, capitale de la mort, parce que là elle disparaît. Alors il y a un vertige de disparition. Toute espèce est vouée à disparaître, mais elle l'est d'une côté justement tragiquement ou dramatiquement, ou je ne sais pas, enfin dans un espace symbolique d'une façon. Tandis que là c'est une disparition, un anéantissement plutôt. Enfin, c'est désormais par ça. Et là, paradoxalement, par une reproduction à l'identique. Enfin, l'espèce ne fait plus que. C'est comme la réalité, ne sait plus ou à la fois que se redoubler ou s'anéantir, quoi. Alors, on parlait de perpétration, de conjuration. Le problème est que ça n'est plus la volonté de personne, ça. C'est-à-dire, on ne peut plus identifier précisément cette espèce de processus comme, je ne sais pas, la volonté de puissance d'une puissance mondiale qui aurait un maître quelque part, un despote, une classe, non, il n'y a plus exactement de domination au sens propre. Ce n'est plus, je ne sais plus, il n'y a plus là une plus-value de capitaliste ou une lutte de classe ou quelque chose comme ça, ou une domination. On serait, moi je verrais plus des choses du côté si on peut faire la distinction, du côté d'une hégémonie totale. C'est pas le totalitaire au sens d'un État totalitaire. C'est une espèce d'intégralité. Et alors l'intégralité, elle ne connaît plus au fond de pôle adverse, elle ne connaît plus d'adversité. Donc il n'y a plus ni dominant ni dominé. C'est une espèce de processus gigantesque où tout le monde et toutes les volontés s'abolissent. Ah oui, alors est-ce qu'elles s'abolissent ou non? Parce que peut-être là nous aurons l'occasion de réfléchir à certaines conclusions, en apparence en tout cas politiques, que vous êtes amené à tirer de notre situation. Mais restons justement à cette analyse de cette réalité intégrale, de ce dispositif qui se met en place. Dans
Cool Memories 2, vous dites « L'opération qui consistait à hypostasier une race et à la perpétuer par reproduction interne, que nous stigmatisons comme abjection raciste, est en train de se réaliser au niveau des individus, au nom même des droits de l'homme, à contrôler son propre processus génétiquement et sous toutes ses formes. » Ça, c'est l'hypothèse, disons, d'un désir d'immortalité qui se trouve à nouveau manifesté, parce qu'en effet, l'eugénisme est condamné quand il s'agit d'un eugénisme d'État, mais quand il s'agit de la possibilité d'un enfant à la carte, voire du fantasme d'un enfant parfait, et même d'un corps pour soi ou pour ses proches, infiniment réparable sur le modèle de la machine, alors là, le désir s'investit, ce qui fait que malgré tout, avant même de parler d'hégémonie ou de puissance ou de domination, nous devons constater que dans cette volonté sans origine, d'une certaine manière, nous sommes tous plus ou moins compromis. Ou non? Parce que là, on voit bien, c'est-à-dire, il s'agit des individus. Il s'agit des individus, il ne s'agit plus du système. Oui, mais là, l'individu, lui, moi je le vois plutôt comme un sous-produit, une métastase lui-même un petit peu de cette expansion illimitée. Enfin, il est le résultat, il n'est plus cet individu, l'individu classique, enfin celui qui était était façonné par l'histoire, qui était en contradiction avec la société, dans une espèce de forme dialectique quand même de l'individu. Non, là, cet individu-là qui est produit, il est produit comme, il est justement suscité comme produit fini en quelque sorte, sécrétant autour de lui, à l'aide du calcul, la numérisation du monde, etc., sécrétant une niche, enfin une alvéole, une bulle peut-être, dirait notre ami Sloterdijk, qui est métastatique, enfin qui peut se multiplier à l'infini, mais qui n'est plus. Alors ce qui est en cause là, et comment se fait-il qu'on ait dans cette opération-là mis fin à toute relation duelle, au fond. Ce qui disparaît là-dedans, c'est la relation duelle, y compris celle que l'individu peut avoir avec lui-même dans l'aliénation, ou dans ce qui faisait partie de la réalité, disons la réalité traditionnelle, contradictoire. Dans cette réalité intégrale, l'homme n'est même plus aliéné, il n'est même plus dans une sorte de clivage avec lui-même, ce n'est plus un sujet dans ce sens-là. C'est un individu, c'est-à-dire une forme atomique, un électron libre, mais complètement atomisé dans ce sens-là. Et l'addition de tout ça ne peut plus donner une volonté collective. Cet individu, il n'est pas collectif, il est connecté tout simplement. C'est-à-dire, il est dans le nexus, il est dans le réseau. Il est connecté. Il n'est qu'une particule du réseau, il n'est plus d'autre chose. Oui, mais d'un autre côté, il est en proie au malheur de la finitude. La politique, peut-être, lui apparaissait comme une promesse de transcendance. On a l'impression que toutes les promesses se déplacent sur la technique et qu'au moment même où il s'agirait, en effet, de fixer des limites, s'il n'est pas trop tard, les individus, en proie à la douleur d'être finis, en quelque sorte, s'y refuseraient précisément parce que il y a malgré tout, dans toutes les menaces dont cette technique est porteuse, une promesse d'immortalité, une promesse de prolongation, une promesse de quelque chose qui fait qu'on y va quand même, quoi. C'est pour cela que je m'interroge sur l'aptitude qui serait la nôtre de parler d'un système, quoi, sans que nous y soyons, sans que nous soyons mais là compromis en lui. Vous ouvrez quand même encore une perspective, cet être-là de nouveau, identique à lui-même, identifié par la technique et tout, aurait quand même un désir d'immortalité, quelque chose donc qui le projette quelque part. Mais justement, la ruse de cette numérisation, si je peux dire, c'est de fermer les perspectives. Je veux dire, c'est la réalisation. Je veux dire, l'intégralité, ça veut dire qu'il n'y a pas de projection, il n'y a plus de de finalité, de même que l'origine d'ailleurs s'oublie. Alors si on fait l'option temps réel, une présence absolue, temps réel, réalité intégrale, l'individu n'a plus à dramatiser son existence, quoi. Il a à l'opérationnaliser, à chaque instant. Le producteur de sa propre vie, mais même plus en termes de promesses, ou de regrets ou de repentir. Par contre, en termes de malheur, peut-être bien ça. Il est clair que toute cette opération, toute cette évolution, s'accompagne d'une gigantesque
efflorescence du malheur, enfin du sentiment de malheur, d'une mélancolie profonde. Mais ça, jusqu'ici, on n'a parlé que d'un mouvement qu'on suppose quand même aller de soi. Mais ce mouvement-là, évidemment qu'il il est au prix d'un sacrifice immense. Quelque chose reste. Quel est le cadavre dans le tiroir, là, oui. Dans le placard? Alors là, justement, je parlais tout à l'heure des dissentiments que je pouvais avoir, et je trouve que le mot est juste parce que c'est plutôt une question de sensibilité qu'un véritable désaccord. Je trouve vos hypothèses spéculatives, comme vous le dites, extrêmement productives. Elles donnent sans cesse à penser, même si quelquefois vous poussez des paradoxes extrêmement loin, mais c'est là que le dissentiment surgit. Vous refusez obstinément et très souvent à la nostalgie. Vous dites voilà, le principe de réalité disparaît, la culture, ça pourrait être un exemple, l'érotisme disparaît dans la pornographie, la culture c'est la prolifération du culturel, il y en a de multiples exemples et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais d'un autre côté, avoir avec la réalité, avec la culture, un rapport de nostalgie, ça vous paraît relever, et je cite une expression que j'ai lue chez vous, de l'acharnement thérapeutique. Alors pourquoi et ça remonte très loin quand on lit les Cahiers de Lerne. Il y a eu un sentiment de rupture dès l'école, semble-t-il. Vous étiez un très bon élève et puis à un moment donné vous avez voulu casser avec tout ça, mais c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Comment se fait-il que face à ce malheur, cette mélancolie, la nostalgie vous paraisse un sentiment si négatif, si contestable? Non, moi je l'ai connu, oui, même une nostalgie finalement intense, mais presque de type anthropologique, enfin du temps d'échange symbolique avec les sociétés primitives et tout. La nostalgie, là, au contraire, elle est très très forte, et elle est presque un vecteur, enfin elle est presque une énergie intellectuelle vient de là. Alors, c'est vrai, et puis, ça c'était quand même contemporain d'une problématique de l'aliénation qui était la nôtre à ce moment-là et tout. Il me semble qu'on est passé au-delà de cette histoire d'aliénation et de désaliénation. Oui, on est peut-être dans la mélancolie qui est autre chose, ça j'accepte volontiers. La mélancolie, elle est quand même d'une tonalité de toute façon, je trouve assez gratifiante, enfin, il y a du charme. Oui, mais pour revenir à la nostalgie, c'est devenu extrêmement problématique, cette histoire de nostalgie, parce que supposons qu'on est dans ce mouvement par lequel, finalement, un mouvement de dissolution de toutes les valeurs, parce que cette réalité intégrale se traduit quand même par cette espèce de dissolution de toutes les valeurs. Il est clair qu'à ce moment-là, si on passe même des valeurs, je veux dire, de liberté, et donc les valeurs corrélatives d'aliénation et tout, si on passe dans un domaine où la dissolution des valeurs est totale, donc il peut y avoir à ce moment-là une rétroaction nostalgique vers ressusciter ces valeurs-là, c'est vrai. Mais on ne va pas les ressusciter sans ressusciter un stade antérieur. Par exemple, si on pense que même le capital, on fait une analyse du capital, qui est quand même l'espace-temps de la réalité en grande partie. Dans la modernité, il y a bien entre les deux une illusion. On n'est plus dans le capital, on est dans une sphère spéculative, et le capital a fait lui-même le sacrifice de la valeur en termes de valeur marché, etc. Il a fait le sacrifice, ou l'ordre politique a fait largement le sacrifice de la représentation. Nous ne sommes plus dans un système classique, traditionnel, cohérent de représentation politique, et je dirais même le système dans son ensemble a fait le sacrifice de la réalité. Il a tout sacrifié de ça. Alors, évidemment, et il est pris là dans une course irréversible vers quoi? Alors vers une espèce de catastrophe, enfin qui nous concerne tous. On peut donc être tenté, à partir de là, de se dire, si l'évolution du capital, en gros, du système en général, est dans une accélération catastrophique, alors, pas par nostalgie, par réaction vitale, l'injonction serait de ralentir, de freiner le capital dans son expansion diabolique, quoi. Et donc de le régénérer par une espèce de revenir au fond à la domination traditionnelle du capital, à la bonne vieille aliénation, revenir à toutes ces valeurs-là, pour finalement nous sauver du pire, parce que le pire imprévisible, dont on ne peut pas le projeter, mais enfin, en tout cas, revenir, pourquoi pas, à une condition, par exemple,
par rapport au travail, à la dissolution du travail dans une sorte d'activité imprévisible, aléatoire, etc., revenir au bon vieux salariat, pourquoi pas, bien entendu. On peut vouloir finalement, à la limite à ce moment-là, sauver le capital contre le ralentir sur sa pente fatale qui nous mène on ne sait pas où. Vous voyez, la nostalgie, du coup, elle devient très ambivalente, enfin, jusqu'où on va revenir, parce que là c'est forcément en arrière. Moi je vois pas ça comme ça, hein. Je pense qu'il y a une autre possibilité au-delà et non pas en deçà. Mais jusqu'où on va revenir en arrière? Lorsque deux mots, hein, simplement. Je prends le dernier épisode en date de cette chose-là. Monseigneur Ratzinger, devenu pape, il a dit une chose merveilleuse, c'est d'une intelligence politique étonnante. Il a dit plus une religion se confond avec le monde, s'assimile au monde, plus elle devient superflue. C'est magnifique. C'était génial. C'est parfaitement dit et on peut l'étendre à beaucoup d'autres choses. Donc, c'est très clair que du point de vue de la religion, qui n'est pas le mien, mais je trouve une intelligence étonnante de se dire, à ce moment-là, il faut garder la distance, bien entendu, parce que sinon la religion devient parfaitement superflue. Elle est dissoute dans le... Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme... Est-ce qu'on fait comme le... Mais c'est très intéressant parce que vous citiez Ratzinger, parce que vous avez remarqué comme moi que il a subi ce préjudice étrange d'être excommunié au moment même de son élection. L'opinion, je ne sais pas comment l'appeler, enfin oui, justement, cette indifférenciation, car si vous voulez, il n'y a plus de valeur, sauf la valeur de l'indifférenciation, qui se monnaie sous différentes formes, je ne sais pas, oui, le métissage, le droit de tout à tous, etc. Et donc, on s'est dit, ben voilà, une église qui ne va pas dans le sens de l'histoire, qui ne se refuse à s'aligner sur les normes d'aujourd'hui, a été violemment mise à l'index. Et il était intéressant de voir que son premier reproche adressé à l'époque, avant d'entrer dans le conclave, c'était le relativisme. On pourrait ajouter que ce relativisme est lui-même un dogmatisme, puisque on dit, voilà, nous sommes le système de l'extrême tolérance, mais personne n'a été aussi tolérant que nous, donc tous les épisodes antérieurs de l'histoire sont caducs. Ils étaient soit un peu misogynes, soit un peu homophobes, soit un peu racistes, etc. Et donc, dogmatisme du relativisme. Il a dit cette chose très belle, une religion qui se confond avec le monde n'a plus plus besoin d'exister. Il a reproché... Elle est superflue. Elle est superflue. Beaucoup le mot superflu est plus, vous avez raison. Là, il faut citer exactement. Et il a ajouté que ce qui n'allait pas en Europe, c'était la haine de soi, le masochisme assez complaisant dans lequel les Européens s'étaient installés, c'est-à-dire une sorte de repentir perpétuel. Le passé européen devrait être une ressource et pas seulement un repoussoir. Alors, mais la question qu'on peut se poser, c'est si ça vaut pour l'Église, est-ce que ça peut aussi valoir pour d'autres ressources antérieures? Il y a le dogme religieux, mais il y a, par exemple, la culture. Parce que le temps passé, c'est pas seulement le capital, ou l'art, par exemple. Vous parlez, et on vous l'a suffisamment reproché, de la nullité de l'art contemporain, mais vous ajoutez aussitôt, dans les commentaires que vous faites, que vous n'avez aucune nostalgie de l'art. Donc vous avez une nostalgie pour une période très antérieure, une nostalgie anthropologique pour l'échange symbolique, mais ce qui, dans les temps modernes, valait au fond la peine d'être un peu défendu, la grandeur des temps modernes, ne suscite pas chez vous justement un sentiment de tristesse, c'est fini, et puis finalement c'est pas plus mal. Et c'est là, me semble-t-il, que une dissonance ou un dissentiment peut naître, parce que là on se dit oui mais pourquoi? C'est-à-dire la disparition de la culture dans le culturel est un malheur d'autant plus grand que la culture, pour Nietzsche notamment d'ailleurs, représente quelque chose. J'ai participé l'autre jour à un symposium, si vous voulez, intéressant et déprimant, organisé
à la Comédie Française, autour de la culture. Alors on a voulu en faire une réunion d'intellectuels pour le oui. J'ai essayé de me démarquer de cette utilisation et j'ai dit que ce qui caractérisait l'Europe d'aujourd'hui, c'était la promotion tous azimuts de la culture dans les colloques, dans les symposiums. Et je pensais à ce que vous disiez de la prolifération de de la réalité aujourd'hui, dans les festivals, les expositions, et son bannissement progressif du seul lieu où se joue son destin, l'école. Et ça, je le regrette. Et je me dis que je suis, si vous voulez, j'ai raison de le regretter, même si je ne veux pas faire de ce regret un programme militant. Parce qu'en effet, on ne peut pas militer pour un retour. Mais il y a d'autres choses qu'on peut envisager en parlant de l'avant, simplement que la bonne vieille domination du capital. Alors, moi, je partage totalement à propos de Ratzinger, mais en effet, pour l'art, ça serait exactement la même chose. On pourrait dire, plus l'art, un art qui se confond, plus l'art se confond avec le monde, plus il est superflu. Et ça, je pense que ça concerne très exactement l'art actuel. Puis, je suis d'accord. Tout ce syndrome de confusionnel, où les pôles se confondent et toutes les différences s'abolissent, etc. Enfin, tout ce qui mène à cette grande confusion, à ce grand mixage, à cette grande multiculturalité, si on veut la... Promiscuité, vous dites. Ou alors, ce serait plus une promiscuité, oui. Alors là, moi, absolument, je suis vraiment... Là, je crois qu'on partage ça, absolument. Mais ça si on veut... Je veux dire, la conséquence logique n'est pas forcément celle d'un objet perdu, ou tout au moins une réhabilitation possible de ce qui est... Parce que dans le cas de la religion, eh bien, on va en venir où? Moi, je ne sais pas. Le même Monseigneur Ratzinger a parlé de l'enfer, de retrouver pourquoi quelque chose comme un concept de l'enfer. Moi, je suis tout à fait d'accord. Ça me semble... il est présent chez vous. Il est merveilleux, oui, mais bien sûr. Vous avez métaphoriquement parlant, oui, moi, je suis pour l'espèce de résurrection de l'enfer, au moins que quelque chose ressuscite, c'est sûr. Hein. Bon, mais la question est de savoir jusqu'où nous entraînerait cette chose-là et la question fondamentale serait, est-ce qu'il n'y a pas une autre dimension dans un espace-temps mental, collectif et tout, que la possibilité de ressurgissement des valeurs. Bon, si les valeurs se sont dissoutes, si elles ont été sacrifiées, etc., est-ce que ce mouvement-là avait pas en lui quelque chose d'inéluctable? Est-ce qu'il faut travailler contre dans le processus même et voyons le compenser, chercher des équilibres qui, à mon avis, ont été parfaitement liquidés maintenant, justement dans cette réalité intégrale. Et que là, il devient dans cette réalité intégrale où toutes les valeurs s'équivalent, donc s'annulent. Où est-ce qu'on va aller rechercher? Où va-t-on ressusciter un système de valeurs qui était celui de la réalité, d'un principe de réalité, d'un principe de représentation, etc. Alors, la question posée, mais là je n'ai pas de solution, mais moi je vois les choses, je verrais les choses d'aller au terme de ce mouvement, de le pousser presque, alors ça serait Nietzschéen effectivement, de pousser ce qui est en voie de s'effondrer, il faut le pousser. D'aller voir au-delà de la fin, si quelque chose, au-delà de la valeur, le système nous y a mis, on a bien fait, nous, la critique quand même, en termes d'intellectuels, de philosophie, tout, la critique de toutes ces valeurs-là, du bien et du mal, du vrai et du faux, etc. On l'a amené radicalement, d'une façon certaine radicalité. Le système a opérationnalisé cette radicalité. Il a mis fin à toutes ces valeurs qu'on analysait critiquement. Mais la pensée critique aujourd'hui, elle voit sa propre fin également. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative qu'une pensée critique nostalgique alors justement, moi je ne crois pas que la pensée critique nostalgique soit une alternative. Je crois qu'il faut constater l'impossibilité du retour. Mais il me semble que la nostalgie où je suis me garde d'une certaine forme de radicalité politique ou ultra-politique. Et là, j'en viens à un terrain peut-être un peu plus scabreux ou plus difficile. Mais précisément, on a le sentiment que, comme vous ne regardez pas derrière vous, ou disons dans ce derrière nous, les temps modernes européens, vous avez souvent un sentiment positif vis-à-vis de la contestation radicale du système tel qu'elle se produit
aujourd'hui, donc vous voyez tomber les Twin Towers et vous dites que d'une certaine manière, ça correspond à notre désir, car il y a un tel intégrisme dans ce système que la seule chose qu'on peut lui opposer, ce sont des singularités irréductibles, mais jusqu'où va-t-on justement dans l'éloge des singularités? Est-ce que le prix à payer pour le refus de la nostalgie, ce n'est pas quelquefois justement la perpétuation d'une ultra-radicalité politique dont il faudrait se garder? Voilà, oui, c'est ça ma question. Oui, moi je comprends bien. Ben, la singularité, moi je ne fais pas l'éloge du terrorisme ou de la singularité. La singularité peut-être a quelque chose de terroriste si on l'entend comme métaphore générale. Le terrorisme, tout ce qui est irréductible à cette évolution hégémonique de cette réalité intégrale. Alors à ce moment-là, singularité, elle est là aussi, je veux dire, elle est presque aussi immanente que cette hyper-réalité. Nous sommes dans la singularité. Le fait même que nous puissions parler de ça aujourd'hui de cette façon-là, on est quand même une preuve vivante, heureusement, que nous ne sommes pas absorbés dans le... Mais c'est vrai que je vois plus les choses s'organiser ou se désorganiser dans une adversité radicale qui est que ce système qui est passé de la domination classique à l'hégémonie suscite immédiatement, dans le même mouvement, effectivement, quelque chose qui n'est plus de négociable, qui n'est plus dialectisable, etc. Alors, est-ce que on peut l'appeler terrorisme, mais pas forcément, ou alors, disons, le terrorisme n'étant qu'une espèce de métaphore de cette énergie réfractaire, totalement réfractaire à cette évolution-là, et qui prend des formes effrayantes. Moi, je veux bien le reconnaître. Il y a des formes violentes, pas seulement des formes violentes, mais quelque chose qui n'est pas négociable, qui ne fait pas partie, qui ne rentre pas dans la zone de l'échange généralisé auquel veut nous conduire ce système. Et ces choses-là, moi, je pense qu'il y a plus à miser là-dessus, que l'enjeu, c'est là, et de toute façon, on n'y peut rien. Je crois qu'on n'a pas le choix. Je crois qu'on est dans un antagonisme mondial insoluble pour l'instant. En tout cas, je ne sais pas s'il y aura une réconciliation possible, mais pour l'instant, on est vraiment dans cet antagonisme-là. Et il n'est là, heureusement ou malheureusement, on ne peut pas lui donner un tour politique. Enfin, ces singularités-là, on ne peut pas leur donner un tour politique. C'est-à-dire, on ne peut pas en faire une forme de résistance qui serait quand même encore, une espèce de critique, de critique radicale. On n'est plus, malheureusement peut-être, dans cette critique radicale. Mais on est dans une adversité totale. Mais c'est là justement que je m'interroge. Parce que oui, il y a des énergies réfractaires, mais dans le terrorisme, on peut se poser la question de savoir réfractaire à quoi? Parce que, parlons clair, parlons justement de ce qui s'est passé en septembre 2001 et du discours qui a accompagné cet effondrement, en effet, très hyper spectaculaire. C'est une guerre contre les Juifs et les croisés. Et si je demande naïvement, je descends de plusieurs crans, mais j'introduis une certaine naïveté. Ben Laden et les terroristes détestent-ils l'Occident pour ce qu'il peut avoir d'haïssable? Je ne peux pas répondre oui. On a l'impression qu'ils le détestent pour ce qu'il peut y avoir d'encore, si vous voulez, agréable, ce qui reste dans cette réalité intégrale de civilisation, de séduction. Pour reprendre un de vos termes, la haine des femmes et la haine d'un Occident qui fait droit aux femmes et de ces villes où il y a des terrasses de café, et quand même, et sur ces terrasses il y a autant d'hommes que de femmes, est extrêmement puissante. Donc on est quand même en droit de se demander à quoi sont réfractaires ceux qui, justement, s'installent dans cette position d'adversité radicale, et peut-être qu'il renvoie de l'Occident une autre image que celle de la réalité intégrale, et nous amène-t-il à nous dire, oui, peut-être finalement, ça existe encore un peu, peut-être y a-t-il encore chez nous, si j'ose dire, quelque chose à défendre, ceux-là qu'ils attaquent. Voilà, c'est un peu l'hypothèse que je fais. Oui, je vois bien. Mais je pense que là, faudrait peut-être prendre quelques distances envers l'incarnation du mal, je veux dire, dans les terroristes islamistes et la puissance mondiale dans les États-Unis. L'affrontement, il existe, et il est radical, et il est pour l'instant à ce niveau-là. Mais si on reprend les choses, effectivement,
on disait, nous rêvons d'une immortalité, comme ça, d'une immortalité, technologique, etc. Or, ce que, par exemple, ces terroristes-là mettent en cause, c'est leur propre mort. Eux, ils ont encore, si on veut, la possibilité de la mettre en jeu, alors que nous ne pouvons plus, parce que nous sommes déjà au-delà de notre propre fin, d'une certaine façon, nous avons dissous, ou bien que nous y échappons technologiquement, etc. Donc, il y a là un affrontement où, effectivement, l'Occident, disons la puissance mondiale, moi je ne sais pas comment appeler ça, c'est vrai que nous sommes dans une culture qui a mis fin à ses propres valeurs, qui s'est dépouillée de ses propres valeurs, y compris des tas de valeurs traditionnelles, des très bonnes valeurs de fierté, de pudeur, de défi, d'honneur, enfin de tout ce qu'on voudra. Il y a le voile, il y a longtemps que nous nous le sommes arrachés nous-mêmes, quand on parle de la question du voile. Nous sommes dépouillés. Nous sommes à l'état obscène, désormais d'une prostitution totale, d'une culture qui se prostitue et qui a détruit ses propres valeurs. Et c'est là son véritable défi, d'une certaine façon. C'est le potlatch, contre ce potlatch de la mort qui est de l'autre côté, il y a une espèce de potlatch de l'Occident qui défie le reste du monde au nom même de cette disqualification des valeurs, de ce degré zéro, en quelque sorte, de la culture et des valeurs. Elle lance ce défi au reste du monde de devenir comme elle, l'Occident, de devenir comme l'Occident, c'est-à-dire de perdre, lui aussi, de se dévoiler au sens le plus large du terme, c'est-à-dire de perdre tous les espaces symboliques, les singularités de ça qui sont les leurs, et de rentrer dans ce jeu d'une réalité intégrale, c'est-à-dire d'un échange généralisé où tout le monde... voilà. Alors là, il y a véritablement un affrontement. Moi, je le vois comme ça. Et là, si on veut, même l'affrontement États-Unis-Islam est une des formes, mais pas du tout. On ne peut pas du tout tout confondre avec ça. Mais là, cet antagonisme-là, il reste, et c'est passionnant. C'est ça notre situation politique mondiale aujourd'hui. Ce qui est en jeu, c'est bien là. Qui l'emportera? Les jeux ne sont pas faits du tout, et d'ailleurs, difficile de voir quelles conséquences pourrait avoir. Mais c'est pas une question du triomphe du terrorisme en soi. Ça veut dire que le terrorisme est ce qui, quelque part, fait front aussi, de l'intérieur, de l'intérieur même de cette puissance, parce qu'il faut bien dire que la terreur, elle est de l'intérieur, cette puissance-là, qui s'auto-détruit en quelque sorte, elle exerce la terreur contre elle-même. Aujourd'hui, l'Occident se terrorise lui-même. Il est viralisé par la terreur aussi. Donc, on a une situation étrange où le terrorisme extérieur, spectaculaire, islamique et tout, n'est en quelque sorte il est là, mais la véritable terreur, avec la contre-terreur, c'est-à-dire la terreur blanche exercée par l'Occident lui-même, ça, c'est un processus interne à la puissance mondiale. Et le terrorisme n'est que la métaphore, en quelque sorte, de cette espèce de travail. C'est plus le travail du négatif historique, le travail de presque d'auto-liquidation d'une culture, qui est hégémonique. Mais l'hégémonie, précisément, elle est très fragile, quelque part. Et maintenant, si on se déplace à l'intérieur de l'Occident ou de ce que vous appelez la puissance mondiale. Je me souviens du petit livre que vous avez consacré, La guerre aux majorités silencieuses, dont vous faisiez une sorte de réhabilitation paradoxale. Est-ce que vous continuez à penser dans ce sens? Est-ce qu'on trouverait à l'intérieur de cette puissance mondiale une sorte de clivage entre, je ne sais pas, le système et l'espèce de résistance passive des majorités silencieuses? On va faire une petite incursion rapide dans une actualité brûlante. Très bien. Ou plutôt déjà refroidie, parfois ça fait rien. Celle du nom, précisément. Si on essaie de sortir ce nom des considérations politique, de ces défenseurs même, de ces partisans même. Si on sort ce nom parce qu'à mon avis, là, les raisons politiques du oui comme du non sont aussi valables ou nulles les unes que les autres. Enfin, peu importe. Qu'est-ce qui est caché derrière ce nom en dehors des motivations politiques visibles? Ça serait bien quand même quelque chose comme ça. C'est-à-dire une résistance viscérale, vitale, immédiate, non motivée intellectuellement ou politiquement, à une suprématie, donc à une hégémonie. Et dans ce sens-là,
le oui, cette espèce ou cette coalition aujourd'hui presque internationale autour du oui, eh bien cette espèce d'ultimatum. Ça, c'est plus un référendum, c'est un ultimatum. Qui soumet tout le monde à une acception, une adhésion quasiment obligatoire, quoi. C'est comme si on était, je veux pas faire jeu de mots, encore qu'il ne soit jamais innocent, on est soumis à un test d'europositivité, pratiquement, quoi. Et là, qu'est-ce que serait cette réaction venue d'ailleurs, en quelque sorte, hein. Moi je ne parle pas de Le Pen ni de tout ça, une réaction automatique, véritablement, de réfractaire, de refus absolu, dans l'immédiat, hein, au-delà de... Et là, on dit non, parce que ce qu'on nous demande, c'est de dire, ils l'ont dit d'ailleurs, oui au oui, c'est-à-dire ce qui est l'enjeu du référendum, c'est le oui en lui-même, c'est la positivité totale. On est censé s'y intégrer pour entrer dans cette réalité intégrale du oui. Et là, il y a un refus immédiat. Et alors là, on rejoindrait des majorités qui sont à demi silencieuses, mais quand même sont en scène. Alors je suis très heureux que vous ayez fait cette incursion parce que ça me permet peut-être de mieux formuler une objection possible. D'autant plus que dans un premier temps, j'ai réagi comme ça. Je m'étais, pour ces raisons-là profondément, décidé en faveur du non, parce que je voulais dire non au oui, non à la positivité, non au processus. On nous engage, l'Europe n'est plus un projet, ce n'est plus une tradition, ce n'est plus un héritage. L'héritage est liquidé, justement au nom de la mémoire en plus. C'est une des ironies de l'affaire. Puisqu'il a mené à l'horreur, c'est pas la peine de s'encombrer. Et ce n'est plus un projet, c'est une sorte de processus. Il faut monter dans le train, il faut pas ralentir le train, etc. Donc, je me suis senti réfractaire à cela. Et puis, il y a eu des manifestations et 2 noms se sont coagulés. Et là, je vais sans doute, vous êtes sans doute pas d'accord, mais on a dit non à la Constitution et non au travail le lundi de Pentecôte. C'était le même nom. Et j'ai vu le 1er mai des banderoles « Touche pas à mon jour férié ». Et là, si vous voulez, j'ai été affolé parce que dans la grande liquidation des valeurs, dans ce nihilisme, il y a quelque chose qui perdurait un peu, dont parle Lévinas, la prééminence de l'autre. Il y a quelque chose qui n'était pas mort, ça. Voilà, même dans la politesse, le « après vous ». Et là, on l'entendait dans Touche pas à mon pote. Alors on pouvait évidemment gloser sur Touche pas à mon pote, qui c'est ce pote, qu'est-ce que ça veut dire, c'est abstrait, c'est vague, mais ça s'entendait. Qu'on ose reprendre un tel slogan pour dire me touche pas et pour donner son congé au non-moi, le non-moi m'embête, moi d'abord, quoi qu'il arrive, et la retraite je m'en fous, et ça ne me concerne pas, etc. Là, si vous voulez, je me suis senti atteint et j'ai pensé à un texte déjà ancien de Jan Patočka, ce philosophe heideggerien dissident dont on parlait aussi la semaine dernière, où il disait cette chose extraordinaire, il pose cette question, à quoi est habitué l'homme de l'ère technique? Il disait ça en pleine clandestinité, à revendiquer constamment et en appeler sans cesse à ses droits. Parce que, dit-il, il voit les choses dans la perspective de la calculabilité des fonds, des forces qu'on peut accumuler et dont on peut disposer. Donc, l'homme qui défendait les droits de l'homme faisait la critique de l'homme des droits de l'homme comme ayant droit. Et c'est là que c'est ce que je vous disais au début. Donc il me semble que dans ce processus, les individus eux-mêmes sont impliqués. C'est être un agent du processus que de dire ainsi, touche pas à mon jour férié. C'est de s'installer dans la posture de l'ayant droit perpétuel. Et là, je me dis, effectivement, il n'y a rien à faire. Donc, cette positivité n'est pas la mienne, mais ce non me semble absolument complice de l'univers qu'il dénonce. Oui, c'est évident, à partir du moment où on est dans un formalisme de choix comme ça, où d'abord, il y a cette espèce de dichotomie, oui, non, on pourra toujours dire oui ou non, le non devient évidemment aussi snob que le oui, donc on ira en abîme comme ça jusqu'à un choix impossible, hein. On est dans le champ impossible de ça, je suis d'accord, mais c'est liberté, là, dans un sens. Je ne parlais pas du snobisme, là, je parlais d'autre chose. Mais justement, dans cette espèce de circulation, qui n'a plus de fin, l'individu, sa liberté, je veux dire, sa possibilité d'être représenté et de se représenter lui-même, elle est partie, elle aussi. Alors, qu'est-ce qui peut rester
Ce qui peut rester, ça me semble une réaction qui n'est plus exactement individuelle, enfin, qui vient d'un refus. Je suis d'accord, mais c'est un refus qui n'est pas une espèce de non pour le non. Hein. C'est une espèce de je pense de vitalité. Oui, non, je pense que c'est affirmatif. Ce non-là, mais enfin, bon, celui-là est un nom c'est un épisode, c'est simplement. Hein. Mais qu'il y a une affirmation, enfin, la volonté quand même de passer au-delà de cette suprématie, comme ça, du consensus, enfin, du chantage au consensus, dans une forme de défi. Alors moi, ce que je retrouve là, ce sont des valeurs quand même. C'est du défi, c'est quelque chose d'autre. Et il me semble plus important de sauver la relation duel dans le défi. Alors là, c'est le duel par rapport à la puissance dominante du oui, mais ailleurs, ça peut être tout à fait autre chose. Ça me semble plus important de sauver cette forme de défi que quelques perspectives, du côté de je ne sais pas, d'un progrès social, économique, etc. Celui-là me semble de toute façon impliqué dans la même évolution. On n'y peut pas grand-chose. À un moment donné, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ralentir, freiner, s'arrêter, en tout cas, quelque part, défier quelque chose, et défier quand même ce qui vous est donné comme l'option triomphale. D'accord. Et pour les quelques minutes qui nous restent, je voudrais aborder un domaine qui vous est cher, mais ça entre dans le cadre de nos discussions. Je le ferai par allusion, parce que nous avons peu de temps, c'est la photographie. Dans un de vos livres d'entretien, vous dites que 3 des auteurs qui vous ont beaucoup marqué, comme leur nom commence par B, il y a Benjamin, il y a Baudelaire, il y a Barthes. Ça m'a beaucoup touché, et parce que l'un des plus beaux livres de Barthes à mes yeux, c'est La Chambre claire, son livre sur la photographie, qui est une sorte d'hommage au référent. L'homme qui avait voulu jouer le signifiant contre le signifié, etc., tout d'un coup dit la photo c'est le réel, c'est le donné, et aussi c'est le tragique. Parce qu'elle est intraitable, la photo, elle n'entre pas dans le registre des causes et des effets. Il y a quelque chose d'irréparable, parce que c'est la vie, mais qui donne aussi l'image de la mort. Et je me suis dit qu'au fond, c'était une des marques que vous aviez en commun. Enfin, Barthes a cessé d'être moderne, non pas quand il serait redevenu classique, ce qui n'a aucun sens, mais quand il a été saisi par une vision tragique de l'existence, comme si, justement, l'autre du moderne, c'était le tragique. Et il me semble que, et dans votre goût, et dans votre pratique de la photographie, et dans votre œuvre, avec ce que vous dites du défi, le tragique est très présent, et ce que vous dites du destin. Oui. Alors là, je suis entièrement d'accord sur la photographie, sur l'image, enfin l'image en général, presque du côté anthropologique de l'image. Il y a dans l'image une réduction, enfin précisément, un passage à quelque chose d'irréductible qui est le monde tel qu'il est, disons, qui se confond pas du tout avec le monde réel qu'on veut nous faire absorber, ni surtout avec la réalité intégrale, bien entendu. Alors la photo comme quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la représentation, bien sûr, ce n'est pas un représentant, c'est pas un reflet, etc. C'est quelque chose comme une conjonction d'un objet pur, virtuellement pur, et d'un sujet lui-même, mais tous les deux en voie de disparition. Bon, alors là, ce phénomène-là, pour l'ensemble, celui-là, pour moi, il est magique, il est parfaitement, il n'y a pas à être nostalgique, il est magique. Il est présent, il est immédiatement magique. Oui. Et vous dites aussi, malheureusement, j'ai pas retrouvé la phrase, vous dites que la photographie a à voir avec le silence. La photographie, c'est le silence. D'abord, c'est effectivement la seule image silencieuse, et puis elle arrache l'objet même à son contexte tonitruant. Et il est clair que la réalité intégrale, c'est quand même l'univers aussi du bruit intégral. Absolument. Donc, le tumulte total. Voilà. Avec le silence de la photographie, nous échappons à ce tumulte. Exactement. Eh bien, ce sera sans doute le signal pour nous de faire à notre tour silence. En tout cas, je vous remercie, Jean Baudrillard, pour cette conversation très éclairante et très importante. Merci. Pour moi. Alors je signale à nouveau la parution au Cahier de Lerne de dossier qui vous est consacré sous le titre Baudrillard. Je signale également le pacte de lucidité ou l'intelligence du mal, puisqu'il s'ouvre précisément sur une réflexion autour de la réalité intégrale. Il a été publié aux éditions Galilée. Je voudrais signaler également, entre autres ouvrages, Le paroxysme indifférent, le livre d'entretien que vous avez fait avec Philippe Petit chez Grasset. J'ajoute enfin que Cool Memories 5 vient de paraître chez Galilée
également. Il y a aussi la série d'ouvrages réédités ou édités par Sens et Tonka, qui sont sortis en même temps. Absolument. Merci de cette précision. C'était donc Réplique.